Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, must be funny in the richest girl. Uh-huh. Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money. Ils avaient le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonsoir à tous. Donc on est encore une fois très très heureux de vous retrouver. Là, c'est extrêmement dense et riche, en particulier cette semaine. Pour ceux qui étaient là hier soir, Anis Lagenève nous a présenté sa proposition. Et puis donc ce soir, c'est Marc Gabriel Draghi qui va nous présenter aussi sa proposition monétaire pour alternative donc au système actuel. Et donc belle alternative. Donc Marc Gabriel, est-ce que tu peux déjà nous situer donc cette proposition, comment elle a émergé, dans quel contexte, et je crois que tu vas commencer d'ailleurs par une situation historique, enfin une recontextualisation historique. Voilà, je te laisse la parole. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir Emmanuel. Donc oui, comme tu l'as dit, merci à Prenez Place pour l'invitation. Oui, comme tu l'as dit, ma proposition, elle découle, on va dire, d'une vision historique. Je ne dis pas que les précédentes propositions n'avaient pas de lien avec l'histoire, mais justement, ça va être ma proposition. Je considère que ça va peut-être être la plus classique au sens monétaire du terme, puisque on a appelé cette proposition le bimétallisme. Alors, je vais tout de suite marquer, on va dire, une différence avec le terme bimétallisme. Il va surtout être question d'argent-métal. Donc, moi, ma proposition, c'est entre guillemets détruire le capitalisme financier avec l'argent métal, la balle d'argent, cette fameuse balle d'argent qui tue la bête. Donc cette vision, oui, elle découle d'une analyse, on va dire, historique. Et pour vous la situer, je vais reprendre en grande partie les éléments qui ont été développés par mon camarade Anis Lagenève hier, de manière brillante. On va voir par rapport à Anis, je pense qu'on a des éléments communs sur l'analyse, une grande partie de points communs. Mais justement, c'est sur les finalités où on va diverger pas mal. Et donc voilà, je vous propose juste de vous expliquer pourquoi en fait l'argent métal pour moi est fondamental et le facteur, comment dire, qui peut nous permettre de sortir de ce système. Alors tout d'abord, en fait, ce qui peut paraître étrange aux gens, c'est que l'argent métal, il a été longtemps utilisé comme monnaie. Et évidemment, le propos que je vais tenir là maintenant, c'est de vous expliquer à peu près quand il a disparu comme monnaie et quelles ont été les conséquences pour le système monétaire et financier de la démonétisation de l'argent métal. Donc, je vais rapidement vous faire un bref historique qui a été dressé par Anis hier. Donc, en fait, comme vous le savez, la monnaie, le système monétaire international, actuellement, on va dire que on est encore sous le régime du roi dollar et que le dollar est une monnaie mondiale malgré lui, si on peut l'appeler, si on peut le dire comme ça. En particulier, donc on est sous le régime des changes flottants, c'est-à-dire toutes les monnaies fluctuent entre elles et la monnaie de référence en termes de liquidité, en termes même de valeur pour l'instant, ça reste le dollar. On voit qu'actuellement, en 2020, depuis 2020, 2021,
on est peut-être en train de sortir de cette phase d'hégémonie du dollar qui dure maintenant depuis plusieurs années. Ça a été dit par Anis hier, la situer à 1944. Mais la pleine hégémonie du système actuel du dollar, on va dire, à change flottant, du dollar change flottant, c'est depuis le 15 août 1971, et la désindexation, la décorrélation de la valeur du dollar avec l'or. Alors justement, je vais vous dresser un portrait de plusieurs phases qui font que actuellement, justement, la monnaie fiat, donc la monnaie papier, même si maintenant elle est en grande partie numérique, la monnaie fiat est toute puissante. Donc, depuis 1971, comme je l'ai dit, Nixon, sous la proposition ou l'influence du célèbre économiste Milton Friedman, a procédé à la déconnexion totale du dollar avec l'or. Donc ça, c'était pour des raisons, il y avait plusieurs raisons, mais c'était parce que notamment, c'était pour éviter que l'économie américaine s'effondre. Bon, ça a été dénoncé par notamment le général de Gaulle avec le privilège exorbitant, Jacques Rueff ou même encore Maurice Allais, des prix Nobel d'économie. Et en fait, Milton Friedman, donc en gros, c'est la toute-puissance de la doctrine monétariste. Je vais rentrer dans les détails après, mais la doctrine monétariste, c'est en gros de dire que la masse monétaire n'a pas à être indexée sur l'or et en 1971, on est sorti, alors il y en a qui disent du standard or. En fait, en réalité, on est sorti du système de change or. De 1944, après la Deuxième Guerre mondiale et les accords de Bretton Woods, jusqu'à 1971, on était dans un système de change or unique, on va dire, sur une seule monnaie, la monnaie des grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, où en fait, seul le dollar était convertible en or. Ça a été dit par Anis. Mais c'est un détail qu'il faut retenir. Donc, on était déjà sorti du standard or à l'époque par ce système. Donc, ça a permis aux États-Unis de s'endetter, en fait, de s'endetter aux dépens des autres nations du monde, comme ça avait été dénoncé par le général de Gaulle. Mais même avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de 1914 à 1944, on était déjà passé dans un système de change or. C'est fondamental de le savoir. Moi, j'appelle ça le standard or suspendu. De 1914 à 1944, en réalité, seul le dollar et la livre sterling, donc la monnaie de la Banque d'Angleterre, j'allais dire la monnaie britannique, mais la monnaie de la Banque d'Angleterre, seules ces deux monnaies-là anglo-saxonnes étaient convertibles réellement en or. On le verra, c'est un aspect qu'il faut comprendre puisque ce paradigme monétaire a entraîné très certainement la Deuxième Guerre mondiale, notamment, on va dire, le fait que l'Allemagne rentre en guerre, soit amenée à rentrer en guerre. Donc, pour arriver à ce système de change or, où seul le dollar et la livre sterling étaient convertibles en or, en fait, on était sorti du standard or déjà en 1914. Donc, en France, c'est avant 1914, c'est la loi de 1909, ce qu'on appelle la loi sur le cours légal, qui avait décrété la toute-puissance des monnaies fiat. Donc, la monnaie fiat, c'est la monnaie papier. Et fiat, pour que les gens comprennent ce que veut dire fiat, c'est qu'il en soit ainsi, qu'il soit fait. C'est-à-dire une monnaie qui a cours légal par elle-même. Et c'est une monnaie qui est créée ex nihilo à partir de rien. Donc, déjà en 1914, on avait complètement basculé sur le système financier qui consacrait les réserves fractionnaires sans limite, l'argent dette, ce que Anis a très bien expliqué hier. Là, l'argent dette était devenu la seule monnaie. Bien sûr, il y avait toute une communication qui était faite par les dirigeants où longtemps les populations ont cru qu'il y avait encore une corrélation réelle avec les stocks d'or, mais ça n'était déjà plus le cas en 1914. Donc, pour que les gens comprennent, le système financier international actuel s'est structuré autour de plusieurs mécanismes, alors que moi, personnellement, je considère frauduleux, mais qu'on peut dire tout simplement qu'ils sont des abstractions. Donc, je les cite dans le désordre, mais il y a le système des réserves fractionnaires. L'usure, ça a été développé par Anis hier, on y reviendra, c'est-à-dire la dette avec intérêt. L'indépendance des banques centrales.
en 1914 avec la loi sur le cours légal en France, qui a été reprise notamment par l'Allemagne et ensuite par tous les pays du monde, on a basculé complètement, donc ça fait maintenant plus d'un siècle, dans un paradigme monétaire de l'argent-dette. Les systèmes de change or qui ont été mis en place ensuite par le monde anglo-saxon, par notamment la City de Londres et Wall Street, et la Réserve fédérale américaine et la Bank of England, étaient là en réalité pour servir d'illusion et comment dire, légitimer la toute-puissance du monde anglo-saxon. Ma proposition, en réalité, elle part de ce constat, c'est-à-dire actuellement, on est dans une vision qui est pleinement chartaliste, où les gens qui gouvernent les grandes banques centrales, les chefs d'État, même si certains chefs d'État s'intéressent pas forcément de manière profonde à la question monétaire, on est dans des visions chartalistes. Et d'ailleurs, la majorité des propositions, des solutions, c'est pas du tout une critique, enfin c'est une critique, mais ce n'est pas du tout une attaque, sont chartalistes. C'est-à-dire, on considère que la monnaie peut exister en elle-même par la simple volonté politique. Donc moi, je suis juriste, donc j'entends qu'une monnaie peut exister par elle-même sans valeur intrinsèque, que ça soit une monnaie fiat juste parce qu'en fait, elle est entre guillemets contresignée ou signée par l'État, puisque en fait la monnaie c'est la règle suprême, c'est du droit impératif, une norme obligatoire à laquelle personne ne peut déroger. J'avais développé un petit peu cet aspect-là lors du premier débat Prenez place avec Louis Fouché. On en avait parlé. Donc la monnaie dérive de la loi. Vous savez, c'est la racine grecque nomisma qui vient de nomos. La monnaie, c'est la règle suprême. C'est celle qui permet la circulation des richesses. Pour comprendre ma solution et ma proposition, je veux expliquer quel est pour moi les éléments essentiels constitutifs d'une monnaie. Donc moi aussi, comme Anis, je me considère disciple d'Aristote. Et Aristote, dans Éthique à Nicomaque ou dans la politique, a développé une doctrine qui, comme l'a dit très, très bien expliqué Anis, il était contemporain de la création monétaire métallique, qui a été, entre guillemets, constituée de manière officielle par les cités-États, en Grèce notamment, dans le premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc Aristote a défini 3 critères. Moi, j'en rajouterai un 4e parce qu'en fait, il est implicite dans les écrits d'Aristote. Donc évidemment, la monnaie doit être un instrument de mesure, un intermédiaire, c'est-à-dire un moyen d'échange. Et en 3e, c'est ce que je viens de vous dire, ça doit être une norme impérative, c'est-à-dire une règle de droit qui est la marque de souveraineté suprême de l'autorité politique, donc de l'État, de la cité à l'époque, ou de l'Empire. Ça, c'est les 3 critères qui sont énoncés explicitement par Aristote. Moi, j'en rajoute un, il n'y a pas que moi d'ailleurs, la plupart des gens qui étudient la monnaie estiment, et encore maintenant, quand on parle du Bitcoin par exemple, même si pour moi ça sera beaucoup plus relatif, la monnaie doit aussi être une réserve de valeur, c'est-à-dire elle doit avoir une valeur intrinsèque. Pour moi, cet élément-là est fondamental. Moi qui suis juriste, au départ, honnêtement, je pensais que la monnaie pouvait être uniquement un intermédiaire, un instrument de mesure et une règle de droit. C'était la marque du souverain. On pouvait se passer de sa valeur intrinsèque. Tout simplement parce que Aristote explique bien que la monnaie, alors on verra aussi avec Louis, parce qu'il y a la question de la monnaie est-elle un objet ou une technique. En réalité, c'est un objet, mais elle peut devenir une technique. Et Louis m'avait interpellé sur le premier débat, j'avais trouvé ça très, très pertinent sur l'intention qu'on peut donner à une technique. Mais la monnaie, il y a une bonne fonction et une mauvaise fonction. C'est Aristote qui le décrit, ça a été redit par Anis hier quand il a parlé de l'usure. La mauvaise fonction, c'est la crématistique, c'est le fait de considérer que la monnaie est une fin en elle-même. La bonne fonction, donc ça c'est la mauvaise fonction, et la bonne fonction, c'est de considérer que la monnaie est en réalité qu'un moyen. Donc ça c'est la bonne fonction, la bonne utilisation de la monnaie. Ça a été repris par Karl Marx, qui a en gros fait 2 circuits monétaires. Je l'avais aussi expliqué dans le premier débat. Le bon fonctionnement, c'est monnaie, marchandise. Le bon fonctionnement, pardon, c'est marchandise, monnaie, marchandise. La finalité,
c'est un bien ou un service. Et la mauvaise fonction, c'est monnaie, marchandise, monnaie. Pour que les gens comprennent mieux ce que je suis en train de dire, le penseur qui a le mieux résumé cette analyse d'Aristote, c'est Jacques Attali et sa fameuse blague du pantalon en une jambe, où il explique parfaitement les deux conceptions. Donc lui, il a pris l'exemple du pantalon en une jambe à la place de la monnaie, mais c'est exactement ce mécanisme qui définit soit le bon usage de l'objet monétaire, ou soit le mauvais usage, qui est appelé akrématistique par Aristote. Et pour faire un petit peu de grec, créma, c'est la richesse. Et en fait, Aristote explique, donc ce qu'expliquait Anis hier, que l'usure, donc ça en fait c'est l'usure, c'est la mauvaise conception de la monnaie, c'est-à-dire croire que la monnaie est un objet en elle-même. Et en réalité, cette conception-là vise à dévorer les richesses et à détruire le bien commun. On a beaucoup parlé dans les débats que la monnaie était un bien commun. La monnaie est réellement un bien commun à la seule condition qu'on utilise correctement cet outil. Moi, je dis bien cet outil parce que la monnaie, de manière originelle, est un outil pour moi. Actuellement, la monnaie qu'on utilise est une technique. Pour faire une concession à Louis Fouché, on aura l'occasion d'en parler. Donc, ça, c'était bien pour que vous compreniez d'où je parle. Donc, en réalité, la monnaie moderne dans le sens du terme, pour moi, c'est le morceau de métal précieux estampillé par la cité et, on va dire, fabriqué en quantité limitée. Après, ça, on pourra en parler. Pour moi, ça, c'est la conception moderne de la monnaie, même si ça a 2000 ou 3000 ans. Parce qu'en réalité, cette conception-là, elle traverse l'histoire qu'on connaît tous, de l'Antiquité au Moyen-Âge, à la Renaissance. L'objet monétaire, même qu'on a tous, au fond, inconsciemment, au fond de la tête, au fond de l'esprit, c'est la pièce d'or ou la pièce d'argent. Ce qui est fondamental, c'est que cette conception-là, elle a été remise en cause de manière perpétuelle à travers les siècles. Donc, actuellement, j'aime bien utiliser ce mot-là et en fait, les élites des banques centrales l'utilisent aussi. Je vais l'expliquer après. Pour moi, nous sommes actuellement dans un système financier alchimique. Vous savez, pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire ou de contes qu'on leur contait quand ils étaient enfants, vous avez tous entendu parler de Nicolas Flamel et des alchimistes qui essayaient de changer le plomb en or. En réalité, actuellement, les Mario Draghi, Christine Lagarde, Jérôme Powell, Marc Carnet, ce sont les alchimistes actuels. Et à l'époque du Moyen-Âge, ils étaient dans des, on va dire, ils étaient les reclus, ils étaient assez isolés dans la société. Mais en réalité, ce sont eux, au fil des siècles, je parle eux au sens philosophique, qui ont pris le pouvoir. Sauf qu'ils ont abandonné le plomb et ils ont changé le papier en or. Donc, je vais expliquer après. L'or, en réalité, n'est pas la monnaie, contrairement à ce que disait John Pierpont Morgan, la seule véritable monnaie, c'est l'or, tout le reste, c'est du crédit. C'est vrai, mais il n'y a pas que l'or, il y a l'argent métal. C'est tout le sujet de ma proposition. En réalité, dans les siècles, il n'y a jamais eu de monnaie parfaite, mais la monnaie qui servait le bien commun à travers l'histoire, ça a toujours été la monnaie or et argent couplés. Donc, c'est pour ça qu'on peut appeler ça le bimétallisme. Mais on verra à la fin dans les mécanismes, je ferai une différence entre le bimétallisme et le standard or et le standard argent, qui sont encore deux choses différentes. C'est en fait par rapport au taux de change fixe ou variable entre l'or et l'argent. Actuellement, ce sont les alchimistes qui ont pris le pouvoir et qui ont réussi à transformer l'argent papier, la monnaie fiat, qu'il en soit ainsi, qui existe par elle-même, qui n'a aucune valeur intrinsèque, qui ont réussi à la transformer en monnaie. Ça donne le système actuel, avec un système de dette perpétuelle et exponentielle, et qui nous emmène vers la catastrophe. Parce que chaque dette, je ne suis pas libéral, mais c'est la vérité en économie, chaque dette doit être payée. Une dette, elle peut être payée par ceux qui ont les capitaux ou par le peuple. Actuellement, dans le cadre du Great Reset qu'on nous promet, il est fort probable que ce soit les peuples qui payent l'addition à la fin de l'éclatement des bulles ou de la bulle. Donc,
ma proposition, moi, elle se focalise sur le tangible et le concret. Pour moi, on est dans un système où on a réussi à transformer quelque chose qui était au départ un objet tangible. Quand je dis objet, c'est-à-dire un objet qui a été produit pour avoir des effets sur la matière. C'est très important. Il y a certains qui vont dire c'est une vision matérialiste de la monnaie, mais en fait, la monnaie, elle sert à faire circuler les richesses et à les distribuer. Donc, c'est-à-dire quand vous avez besoin d'acheter des oignons ou un steak haché, c'est quelque chose de tangible, de concret. La monnaie, au départ, c'était un moyen tangible puisqu'elle visait à faire circuler, même s'il y a des services, elle visait à faire circuler des éléments concrets. Et c'est pour moi fondamental de comprendre cette conception parce que ce qui nous a été imposé depuis la loi sur le cours légal en 1909 et qui a décorrélé l'or, c'est la toute-puissance des banques centrales. Donc, il y a un parlementaire américain qui s'appelle Ron Paul qui explique qu'il n'est pas anodin que le siècle des banques centrales indépendantes, des grandes banques centrales indépendantes, donc notamment la Réserve fédérale américaine en 1913, qui est créée en 1913, soit le siècle des guerres mondiales, puisqu'en gros, pour éponger les dettes, on fait des guerres. Ça, faut le comprendre, c'est comment dire, fondamental. Et je vais juste prendre le temps de remonter le temps encore de 100 ans. En vérité, le problème, il ne commence pas en 1914. Et c'est là où je vais marquer la différence avec des gens qui font la promotion du standard or, du pur standard or. Donc, avant les doctrines monétaristes ou keynésiennes ou néo-keynésiennes, vous savez que Keynes disait de l'or que c'était une relique barbare. En réalité, les gens pensent que c'était soit la monnaie fiat, soit la pièce d'or. Déjà, le standard or unique était une opération, ou on va dire une conception viciée des systèmes monétaires. Le standard or unique, c'est ce que je développe, et il y en a d'autres qui le développent dans leurs travaux et leurs ouvrages. Le standard or unique était une opération qui visait à progressivement faire adopter aux populations les monnaies fiat. Comme ça a été très bien dit par Anis, l'or est une monnaie qui est monopolisable, tout simplement parce qu'il n'y en a pas assez en quantité. Anis vous a expliqué l'histoire du cube sous la tour Eiffel avec les 9 mètres d'arête. C'est totalement vrai. L'or, si on était au pur standard or, on irait forcément vers des économies déflationnistes. Et c'est ce qui s'est passé quand l'ensemble des nations du monde se sont mises à suivre la Banque d'Angleterre, qui a été la première, donc je dis nation en parlant du Royaume-Uni, mais en tout cas la première banque centrale à focaliser sur l'or, sur le métal or. En réalité, avant 1914 et avant cette phase on pourrait la situer de 1850 à 1914, la plupart des pays du monde avaient un système bimétallique, avec des défauts, on va le voir, mais ce système était basé sur l'or, évidemment, mais sur l'argent. Pour que les gens comprennent, l'argent métal est en quantité entre 8 et 20 fois plus importante que l'or. L'argent métal, c'est ce qu'on appelle l'actif populiste, l'or du pauvre. Et l'argent métal était l'élément fondamental du standard or, ce qu'on appelle vulgairement standard or. Mais le standard or était en fait un standard or-argent. Et la Banque d'Angleterre… Peut-être Marc-Gabriel, pardon de t'interrompre, mais je me dis qu'on peut peut-être, c'est peut-être le moment de passer justement à cette question 2, puisque tu rentres justement dans vraiment les mécanismes en fait du bimétallisme et du coup aussi des mécanismes finalement de création monétaire. Donc même si tu en as parlé un peu en amont, là j'ai l'impression que tu vas rentrer en fait vraiment dans ces mécanismes de création monétaire. Donc du coup je te propose qu'on lance la question 2. Très bien. Alors même si tu l'as déjà aussi un peu déjà développé dans la partie précédente, mais ce qui est important aussi dans cette question, c'est évidemment comment la monnaie est créée, mais aussi par qui elle est créée, évidemment. Oui, très bonne, oui,
très bonne Je réflexion. je te redonne la parole. Oui, donc voilà, en fait, Anis, il a très bien posé le débat hier où il a parlé de la currency school et de la banking school. Justement, en fait, le 19e siècle, c'était une opération de tentative de retrait et de démonétisation de l'argent métal. Donc, en fait, au départ, on va dire, l'ensemble des nations du monde, même je vous l'ai dit dans l'inconscient collectif, en fait, la monnaie, au départ, c'était de l'or, de l'argent et du bronze ou du cuivre en fonction d'où vous vous trouviez dans le monde. Alors après, il y a bien sûr, dans certaines parties du monde, il n'y avait pas d'or et d'argent, mais c'était des monnaies qui souvent avaient une valeur intrinsèque. C'est pour ça que j'ai bien, comment dire, marqué le trait sur cet aspect-là. En fait, l'or et l'argent, c'est des matières qui ont été choisies par un consensus on va dire, inconscient, plus ou moins inconscient et collectif par l'ensemble des nations du monde. Donc, il y a des nations qui préféraient l'argent ou qui privilégiaient l'argent en tant que standard haut ou qui privilégiaient l'or en tant que standard haut, notamment nous, en Europe, on préférait l'or à certaines périodes. En fait, l'or et l'argent, comme leur utilité première à travers l'histoire, ça a été la monnaie. Alors après, bien sûr, ça a été utilisé dans des procédés industriels ou dans la bijouterie. Mais cette monnaie-là, en réalité, elle a été choisie de manière… en fait, ça, personne ne peut répondre. D'ailleurs, à travers l'histoire, pourquoi les peuples, que ce soit en Amérique avec les Incas ou en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, la Chine a longtemps été une fervente défenseuse du standard argent, et c'est d'ailleurs son abandon qui lui a coûté très cher à la fin du 19e siècle. En réalité, cette monnaie-là, l'or et l'argent, ce sont les vraies monnaies. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais ça, c'est peut-être, alors certains diront c'est une vision passéiste, mais en réalité, on parle toujours d'argent-dette. La seule manière d'éteindre la dette, les seuls extincteurs du feu de la dette à intérêt, ce sont l'or et l'argent. Ce sont les seules monnaies libres de dette. Donc après, je vais l'expliquer. Ces monnaies, l'or et l'argent, sont des standards. Elles peuvent cohabiter avec des mécanismes monétaires qui leur sont adossés, notamment la monnaie fiat, qui a une garantie étatique. Alors pour préciser justement, comme tu l'as dit Emmanuel, je suis évidemment, moi, favorable à une banque centrale publique sous contrôle de l'État, une banque centrale nationale évidemment, sous contrôle de l'État, bon après populaire dans ce qui est possible de le faire, mais un peu sur le modèle de ce qu'avait fait le général de Gaulle avec le circuit national du Trésor, où en gros en fait l'État se finançait sans intérêt, pour synthétiser au maximum. Ça a été possible puisqu'à un moment de notre histoire on l'a fait. Je parle pour l'époque moderne. Évidemment, vous imaginez bien que les rois de France ou les souverains du monde entier, quand ils appliquaient le droit de seigneuriage et qu'ils battaient monnaie, ils ne demandaient pas la permission au marché privé ou aux marchands. Ça a été en fait une construction politique. Donc, je ne vais pas revenir dans les détails avec la Révolution française ou les révolutions. Je vous rappelle que la Banque d'Amsterdam a été créée en 1609, la Banque d'Angleterre en 1694, et il y a toutes les révolutions anglaises, notamment avant 1649, la glorieuse révolution, qui ont amené à des changements politico-juridiques et politico-financiers. Donc après, c'est en fait des siècles de conquête des marchands sur l'appareil politique. Donc cette monnaie-là, comme je l'ai dit, c'est la monnaie qui existe encore actuellement. Et d'ailleurs, pour que le système alchimique fonctionne, alchimiste ou alchimique fonctionne, nos grandes banques, les grandes banques centrales, mais aussi les grandes banques commerciales qui ont en fait des relations très très liées, comme l'a dit Anis, en fait les banques centrales elles sont indépendantes du peuple, mais elles ne sont pas indépendantes des marchés. D'ailleurs, on voit souvent que les directeurs ou les gouverneurs de banques centrales, ils ont travaillé dans les banques privées, donc que ce soit Mario Draghi ou Villeroy de Galhau pour ne prendre que leur exemple. Ce système alchimique, il a démonétisé l'argent métal, pour revenir à l'argent, de 1850 à 1914. Ça a été
une tentative qui a fonctionné puisque les populations étaient privées de l'actif populiste par excellence, qui était l'argent métal. D'ailleurs, en français, je vous signale que quand on veut dire donne-moi de la monnaie pour aller chercher le pain, la plupart d'entre nous disent le mot argent. Dans les gens, l'argent métal, c'est en réalité la monnaie du travail, là où l'or est la monnaie du capital. Et pour aussi que les gens comprennent, le célèbre économiste Milton Friedman, qui est le précurseur et presque le fondateur du système actuel, déclarait que l'argent métal était le métal le plus important dans l'histoire économique. Donc, en fait, toute la fin du 19e siècle, donc notamment avec le Coinage Act de 1873 aux États-Unis, il y a eu une démonétisation progressive de l'argent métal. Les banques centrales, qui étaient privées, ont progressivement retiré l'argent métal. Donc, il y a eu des phases de résistance avec notamment l'Union latine en France, avec Napoléon III qui a vite été rattrapé et coulé. Pour juste que les gens comprennent, je suis désolé de faire des rappels historiques, mais c'est fondamental. L'Union latine était une union de pays, donc la Belgique, la Suisse, la France, l'Italie et la Grèce, qui avaient décidé d'adopter le franc germinal, donc un système monétaire décimal qui était structuré et basé sur un ratio fixe entre l'or et l'argent. Et ce système a permis une explosion du commerce international dans le bon sens. C'est-à-dire il y a une augmentation très importante des flux de richesses, malgré le fait que la plupart de ces pays avaient des banques centrales privées. Donc en fait, le bimétallisme, c'est le système financier naturel de toutes nos sociétés. Et ça l'est encore actuellement. Aujourd'hui, on le constate, avec les États-Unis qui ont une hyperinflation à 6,8 au mois de novembre là, sur un an, 6,8%, on est dans un système où l'inflation redémarre. Les grandes banques font tout leur possible pour ne pas dévoiler que l'or et l'argent métal sont les monnaies par excellence, puisqu'elles ne prennent pas de choc inflationniste. Donc, ces monnaies-là, en réalité, l'or et l'argent, elles sont accaparées par le système financier, notamment les grandes banques commerciales, JP Morgan, Goldman Sachs, qui fixent le cours de cet actif, qui est en fait la monnaie naturelle, l'or ou l'argent. C'est notamment par la London Bullion Market Association avec le fixing. Le fixing du prix de l'or, c'est depuis 1919 à l'initiative de la NM Rothschild & Sons. Et le fixing de l'argent métal, c'est depuis 1897. Cette notion de fixing elle est très importante parce qu'en fait, là où l'or et l'argent, comme c'était des monnaies, même si elles étaient battues par les États, c'était des monnaies qui appartenaient à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde pouvait se procurer de l'or ou de l'argent métal. Personne, il n'y a aucune entité politique qui décide de la quantité d'or ou d'argent métal. Ça, c'est très important. Progressivement, les banques ont démonétisé l'argent. On peut le considérer à la fin du 19e siècle, partout dans le monde quasiment. Et ensuite, elles ont démonétisé l'or en 1914. Cette démonétisation a entraîné en réalité une privatisation. Et c'est la même chose qui est en train de se passer avec l'eau en réalité, avec le fixing de l'eau à la bourse de Chicago. Bientôt, vous verrez que l'eau, c'est devenu une marchandise. Et c'est fondamental de le comprendre puisque, en fait, notre système actuel qui est alchimique, la monnaie réelle, c'est encore l'or et l'argent. Même si les gens, là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Les grandes banques, si vous voulez, ont organisé une fraude par de multiples mécanismes, le système des réserves fractionnaires, l'argent-dette, qui vise à rendre l'or et l'argent inaccessibles pour justement imposer un programme politique. Alors après, ça pourra faire débat, mais c'est fondamental de le comprendre parce que le prix de l'or, déjà, en réalité, est manipulé, comme le prix de l'argent. Alors, pour ceux qui en doutent, je vous invite à faire une simple recherche Google. Toutes les grandes banques, notamment JP Morgan, je crois que c'est l'année dernière, elle a été condamnée à 920 millions de dollars pour trafic du prix de l'argent ou de l'or. En fait, le but, c'est que les gens qui vont perdre confiance dans les monnaies fiat, c'est un peu même le sujet de
nos débats, c'est qu'en réalité, tout le monde voit qu'il y a un problème avec l'argent dette et que les populations sont contraintes et obligées d'utiliser une monnaie qui est destructrice, qui accroisse les inégalités et qui emmène à la destruction finale. L'or et l'argent, qui n'ont pas subi de choc inflationniste, même s'il y a des augmentations, puisque la monnaie fiat se déprécie de plus en plus, sont les actifs que nous devons reprendre en main, notamment l'argent métal. L'or, c'est plus compliqué parce que la quantité a été en grande partie monopolisée et toutes les grandes banques ne nous laisseront pas acheter de l'or. L'argent métal, c'est en réalité l'arme qui peut nous permettre de détruire le système financier international. Donc, il y a eu ce que je vous dis là, ça existe actuellement. Il y a des gens qui essaient de faire sauter les positions des grandes banques. Ça s'appelle le silver squeeze. Donc, il y en a qui pensent que c'est quelque chose un peu rigolo fait par des libertariens, des anarchistes américains. Mais en réalité, c'est des gens qui ont compris comment fonctionnait le système international, le système financier international. Les grandes banques, pour éviter que les peuples réclament une monnaie qui a une valeur tangible et concrète, les orientent vers des fausses solutions. Donc après, si je veux aller dans la controverse, je vais vous dire qu'elle nous oriente vers les crypto-monnaies ou le Bitcoin, par exemple, pour justement éviter que les peuples réclament un retour de l'or et de l'argent. Lors des grandes crises, notamment la crise de 1929, et je vais revenir, et justement, ça va me permettre de développer les mécanismes sur le standard argent. La grande crise de 1929, les gens réclamaient la convertibilité de leur monnaie en métal précieux. Ça avait été rendu impossible puisqu'en fait, toutes les grandes nations avaient déconnecté et suspendu la convertibilité des billets en or. Et c'est ça aussi qui a provoqué, on va dire, la faillite et la misère généralisée, puisqu'en réalité, les gens étaient complètement soumis à la volonté des gouvernements qui eux-mêmes étaient soumis à la volonté de la finance internationale. Donc, pour que les gens comprennent, avant, le système monétaire était basé, c'est ce qu'on appelle la doctrine des effets réels. C'est bien sûr une théorie, parce qu'il y avait toujours des gens qui essayaient de frauder, des inexactitudes, puisque l'économie n'est pas une science exacte. Mais en théorie, la création monétaire était encadrée par des réserves métalliques, or ou argent. Donc, il y a eu des phases où des gens exagéraient, créaient trop de monnaie par rapport à leur quantité de métal, mais à la fin, quand il y avait une dette, elle était toujours soldée par la quantité de métal. Et ce système-là, donc c'est le système du marché des effets réels. Donc là, je vais expliquer un petit peu ce qu'était le système le marché des effets réels. C'était un système de production et d'échange de richesses entre nations qui était notamment structuré sur le standard or, avec des lettres de crédit, des créances, qui servaient de fonds de roulement aux États et aux entreprises. Donc, les entreprises qui commerçaient avec des entreprises étrangères ou avec des États se servaient de ces lettres de crédit qui étaient payables à échéance en or. Ces lettres de crédit étaient en général valables 91 jours. Donc, il y avait elles étaient générées sur la production en cours, ce qui n'est plus le cas. L'économie maintenant, elle se structure sur la production à venir. Avant 1914 et la destruction pure et simple du standard or, l'économie, c'était presque une économie. La création monétaire était faite sur le temps présent, sur la production à 3 mois, pour faire simple. Et cette destruction du marché des effets réels avec la fin du standard or a permis la première, avec le système du change or, où en fait c'était une convertibilité qui était truquée, un standard or suspendu, a permis déjà la capacité aux États de s'endetter de manière illimitée. En gros, si on était resté, c'est très connu, c'est le livre d'Antal Fekete, Le retour au standard or. Il y a aussi un livre d'Olivier Pichon, pour ceux qui ça intéresse, qui explique très bien ce qu'a entraîné la suspension du standard or. En réalité, si par exemple, la Première Guerre mondiale, les États avaient été sous le régime du standard or, la Première Guerre mondiale aurait été écourtée de plusieurs mois, voire années, puisque les États, la France ou l'Allemagne, auraient fait faillite.
c'est cette suspension du standard or qui a permis à la France, à l'Allemagne ou à l'Angleterre de s'endetter de manière illimitée et de faire des impôts, on va dire, des impôts sur l'avenir. Voilà, merci, mon ami Gilles Laurent me permet de synthétiser. Avant, les guerres s'arrêtaient par manque d'argent. Et c'est fondamental de le comprendre. Et en fait, il n'y a pas que les guerres, il y a les dettes, évidemment. Vous ne pouviez pas faire de dette exponentielle. Si vous ne payez pas la dette, on prenait vos stocks d'or et c'était fini, ou vos stocks d'argent. Et ça, c'est fondamental de le comprendre parce que le système actuel veut nous faire oublier que la monnaie, la réelle monnaie, c'est l'or et l'argent. Et l'argent en particulier, parce qu'ils tiennent leur position sur l'argent. Donc, je vous ai dit sur le prix de l'argent, c'est sur le COMEX, la bourse à Chicago. Ils fixent les grandes banques. Alors, pour que les gens comprennent, le trucage, je vais être très, très, très court. En fait, quand les grandes banques ont l'argent métal, elles inondent le marché d'ETF, c'est ce qu'on appelle l'argent papier, pour faire simple. Elles font baisser le prix du métal. Et quand vous avez elles voient que les quantités d'argent métallique sont dans la poche, on va dire, des particuliers, elles font baisser artificiellement le cours pour que vous revendiez à bas prix à ces banques. C'est un système assez complexe que j'ai décrit dans un article sur Géopolitique profonde, si ça vous intéresse. Mais enfin, complexe, pas tellement. Mais et en fait, les grandes banques, JP Morgan, Goldman Sachs ou même BlackRock ou The Vanguard Group, qui sont des gestionnaires d'actifs, mais qui profitent des ETF qui trafiquent les cours d'or et d'argent métal, gagnent de l'argent en plus à pratiquer cette fraude. Donc, même quand elles sont condamnées à des amendes qui sont résiduelles, même si elles sont de 1 milliard de dollars, elles intègrent le coût des amendes dans leur chiffre d'affaires ou dans leur profit du trafic des métaux précieux. Les métaux précieux, en fait, on a privé les peuples de métaux précieux pour qu'ils ne fuient plus vers la liquidité qui a une valeur intrinsèque et qui permet de se mettre à l'abri de n'importe quel arbitraire, qu'il soit économique ou politique. Donc, en 1914, on a détruit le marché des effets réels, qui a en fait structuré le système de production. Alors après, je vais aller même un peu plus loin. En fait, ce qu'il faudrait faire au niveau politique, c'est avoir une banque centrale publique, comme c'était le cas avant. Ça a été progressivement liquidé, mais on va dire sous le général de Gaulle. Et il faudrait je vais te laisser, Emmanuel, lancer d'autres questions parce qu'après, je vais basculer sur les solutions, la mise en application. Mais justement, je trouve que il me semble aussi que c'est peut-être le bon moment de lancer cette question donc sur les questions de type d'échange et de type d'échelle, parce que notamment, enfin, moi, je trouve très intéressant ce rapport d'une manière générale. Hein, c'est quelque chose qu'on a beaucoup abordé, cette relation entre l'argent et le temps. Et ce que tu viens de dire, en fait, que je ne savais pas exactement de cette façon-là, en tout cas, que du coup, l'argent avant était un argent qui était finalement lié à plutôt un ici et maintenant, n'était pas un argent qui était lié à une production future, ou en tout cas sur une trop grande, un futur trop grand. Et du coup, ça, je trouve que c'est intéressant. Et peut-être que du coup, il me semble que ça a des conséquences directes sur justement le type d'échange que ça induit. Donc voilà. Donc je lance cette question. Oui, parce que vraiment, les échanges dans nos sociétés sont éminemment, et la façon dont on échange aussi, ce qu'on échange et la manière dont on échange sont évidemment très liés au temps et justement au temps et au rapport du temps et aussi au rapport des marchandises avec le temps, évidemment, quoi. Peut-être qu'ils soient périssables ou pas, bref. Mais du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que ça change justement qu'est-ce que ça changerait du coup, ce bimétallisme, c'est pas uniquement ça d'ailleurs, parce que tu as développé vraiment en détail, mais du coup, tout ce mécanisme monétaire éventuellement sur nos échanges, en fait.
Mais ça me permet, merci pour ton intervention, ça me permet justement de faire le lien avec le temps, ce qui est le sujet préféré d'Anis, je pourrais dire, ce qui est très, très bien développé, quand il explique que l'usure, c'est le vol du temps. En réalité, le système de l'argent net, je le répète, c'est un système de vol et de spoliation de richesse, mais surtout du temps. Et le standard or et argent, comme je vous l'ai dit, qui structurait, on va dire, le système financier et économique dans le temps présent, tu l'as dit, ou en tout cas sur une échéance courte, c'est ça qu'il faut comprendre, sur une échéance pour produire voilà, des éléments concrets, c'est-à-dire quand vous avez une commande pour construire une voiture, vous savez à peu près combien de temps elle met pour sortir de l'atelier, et en plus avec des éléments tangibles à la fin de la transaction. C'était un système économique qui a d'ailleurs, on le voit nous en France, parce que la France, elle a été florissante au niveau économique à la fin du 19e siècle, alors même pour les classes moyennes et populaires, alors ça a été atroce en partie pour les classes populaires, dans une certaine partie au niveau industriel, mais il y a tout aussi une petite bourgeoisie qui s'est développée à la fin du 19e siècle et au début du 20e, juste avant la Première Guerre mondiale, notamment une bourgeoisie commerçante, de petits commerçants et de petits artisans commerçants, qui s'est développée, puisqu'en fait, le système économique privilégiait la production en temps réel ou à court et moyen terme, ou une production qui n'était pas illusoire et qui ne nous amenait pas trop loin en réalité. Et pour expliquer aussi, pour que les gens comprennent bien l'importance du standard argent, moi j'appelle ça le standard argent, mais en réalité c'est le bimétallisme, mais je reviendrai après sur les mécanismes et les détails et les différences. Le standard argent a été une bataille politique qui s'est même symbolisé dans des campagnes présidentielles, notamment aux États-Unis. J'invite les gens à lire le discours de William Jennings Bryan, un candidat démocrate à l'élection présidentielle de 1896, de 1900 et de 1908, où son célèbre discours, c'est une croix d'aubépine et la croix d'or, où il dénonce en fait le système financier actuel qui était déjà là et qui explique le crime de 1873, c'est-à-dire la démonétisation de l'argent métal qui s'est faite au détriment des petits producteurs et des petits propriétaires et des classes populaires aux États-Unis. Il l'explique très bien. Il prend la défense des gens qui ont besoin de l'argent en tant qu'actifs, donc les petits producteurs, les petits paysans, tout ça. Et son discours résume parfaitement pourquoi ils ont souhaité détruire l'argent métal. Donc après, il y a eu l'Union latine où en fait Napoléon III, qui était pourtant soumis à la finance britannique ou anglo-saxonne, a commis un impair, et Bismarck, l'Allemagne, l'a détruit par le standard or. En Europe, à la fin du 19e siècle, en gros, l'ensemble, dans le monde même, je vous ai parlé de l'Union latine, mais à l'Union latine, vous pourrez rajouter la Tunisie, l'Argentine, les États-Unis, la Russie. Tout le monde était pour le bimétallisme, mais il y a 3 pays qui étaient, eux, pour le standard or. C'était le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne. En fait, l'Allemagne a coulé la France, qui était la tête de proue, on va dire, par la guerre de 1870, pour mettre un terme à, on va dire, au coq français qui rabattait un petit peu trop, même s'il était quand même plus ou moins soumis. Et elle a fait payer la France, elle lui a imposé un standard or unique, c'est ce que j'expliquais, avec le gold mark, le mark or. C'est d'ailleurs là où Bismarck a inventé le mark, qui d'ailleurs nous est toujours imposé avec l'euro. Mais c'est fondamental de comprendre ce rapport du standard argent, parce qu'en fait, le standard argent, il avantage les producteurs, les gens qui amènent de la valeur ajoutée. C'est le système métallique de tout temps. Hein. D'ailleurs, les grands rois, pour les gens qui s'intéressent à l'histoire, que ce soit les grands rois ou les grands souverains, que ce soit Jules César, Auguste, Charlemagne, Saint-Louis, quand vous voyez leur réforme monétaire, il y avait un ratio donc bimétallique entre l'or et l'argent. D'ailleurs, Saint-Louis, c'est celui qui a réintroduit l'or dans son système financier. Mais c'est eux qui ont, on va dire, qui se sont basés sur le standard argent pour imposer ou structurer un système économique plus juste. Et le fait que la monnaie ait une valeur intrinsèque et tangible
pourrait paraître, pour quelqu'un par exemple qui aime Aristote, c'est ce que moi j'appelle le paradoxe monétaire, pourrait paraître dangereux. C'est-à-dire on se dit oui, mais si les gens ont de l'or et de l'argent, ils vont thésauriser, comme ça a été dit aussi dans d'autres interventions, ils vont thésauriser et ils ne vont pas le liquider. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous avez de l'or et de l'argent et que l'économie fonctionne de manière saine et que les gens qui travaillent sont rétribués à leur juste valeur, il n'y a aucun intérêt de gagner de l'or et de l'argent, de garder de l'or et de l'argent et de le thésauriser. Puisqu'en fait, alors on reviendra après, c'est pour ça que l'or et l'argent sont presque déjà des monnaies fondantes. Quand le système financier est structuré sainement et qu'il n'y a pas le système des réserves fractionnaires et qu'il n'y a pas, on va dire, une banque centrale indépendante qui est au service d'intérêts privés. C'est là où c'est justement en fait le bimétallisme qui est presque le pendant naturel d'une banque centrale publique. Et ce rapport au temps, le bimétallisme, c'est aussi ne pas, comment dire, la course vers l'argent, la cupidité. Entre guillemets, quand vous avez des stocks de métal qui vous disent vous avez tant, donc il est possible de faire ça, ça vous évite de faire marcher une planche à billets un petit peu diabolique qui à terme va détruire des richesses. En fait, c'est comme un artisan, je vous dis un pourquoi, qui vous dit je peux vous faire une cabane. S'il a tant de planches, il va pas vous faire une cabane de 1000 mètres carrés si en fait les planches qu'il a, ça correspond à une cabane de 25 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi remettre l'économie dans le tangible et le concret. Donc, si vous remettez l'économie dans le tangible et le concret, vous favorisez les productifs et les gens qui produisent réellement quelque chose. Quand je dis réellement quelque chose, c'est pas forcément de la matière, ça peut être un service, un réel service. Vous n'êtes plus dans la récompense du parasite et de la personne maligne ou du magouilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que le système financier, il a progressivement enlevé l'argent, enlevé l'or. Avant, il avait pris le contrôle des banques, justement. Et c'est fondamental de comprendre que l'argent, si on remet, alors ça va être, ce sera l'objet de la prochaine question, comment on fait? Parce qu'en fait, il y a une manière très simple de remettre l'argent, métal. C'est si on remet comment dire, la monnaie métallique dans le système. Anis hier parlait de dialyse monétaire. Je vais presque paraphraser. Moi, je vais dire, en fait, avec la monnaie métallique, que ce soit l'argent et l'or, on va pouvoir faire un assainissement monétaire. Et ça, c'est ultra facile. Je te propose de passer à la dernière question si tu le souhaites. Oui, moi j'avais aussi une question, mais du coup peut-être que c'est pour la partie suivante, mais une question qui me concerne directement. Du coup, évidemment, on comprend bien comment ça fonctionne pour des productions concrètes, mais il me semble que c'est toujours plus compliqué, d'une manière générale, hein, pour des productions qui sont moins tangibles en fait. Par exemple, du coup, pour prendre un exemple que je connais bien, pour tout ce qui est de la création artistique, c'est plus compliqué en fait. Me semble-t-il que pour des productions, voilà, ou les choses, ou des productions tangibles et concrètes, quoi. Mais bon, je lance la question. Et... Je vais y répondre. Ok. Alors, du coup, cette question, c'est pas tout à fait ce dont on parlait juste avant, mais une question évidemment plus que fondamentale. Comment on fait en fait pour que ça arrive en fait, pour que vraiment ça arrive et que ça prenne place dans la société en fait, de façon massive. Je vais répondre d'abord à la question que tu m'as posée. Et là, la question de Victor, la question de Victor aussi qui est aussi pertinente. Et après, je reviendrai comment on fait, parce que sur le comment on fait, ce qui peut paraître intéressant, c'est que moi, je pense qu'il y a une solution politique, c'est-à-dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, dans
dans la meilleure des configurations. Il faudrait que politiquement on soit capable de faire ça. Et il y a aussi la solution individuelle. Donc je reviendrai après, parce qu'en fait, on peut tous participer à tuer la bête. Et donc pour ta question à toi, Emmanuel, oui, je me suis exprimé sur la production tangible, mais quand sur l'artistique ou sur autre chose, sur le service à la personne, justement, c'est des standards monétaires, l'or et l'argent, qui remettent en fait le travail et la qualité du travail, qui récompensent la qualité du travail. Je pense, alors après, là, je vais prendre un exemple tangible, mais en termes de musique, alors après, il y en a qui vont me dire tous les goûts sont dans la nature, je suis d'accord, voilà. Mais en termes de musique, en termes de peinture, en termes de littérature, moi personnellement, j'apprécie aussi des choses actuelles, mais le système récompensait beaucoup plus. Vous savez, Victor Hugo, les grands musiciens, les grandes peintures, sous un système bimétallique. Puisqu'en fait, comment dire, c'est un peu la prime au talent et la prime à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle n'est pas forcément tangible. La meilleure danseuse, ou vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'était justement un système qui était plus méritocratique, puisque tangible. Maintenant, parce que reposant sur du tangible. Maintenant, dans le système alchimique, vous avez des acteurs complètement nuls qui peuvent se retrouver acteurs, des musiciens qui font pas de la musique mais qu'on vous présente comme des musiciens. En fait, le système alchimique actuel, c'est vous présenter du papier pour de l'or ou de l'argent, mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est transformer la valeur réelle avec une valeur nominale, c'est vous présenter, vous dire Aya Nakamura, c'est supérieur à Mozart, par exemple. Donc peut-être il y a des gens qui aimeront Aya Nakamura, mais le système alchimique, il permet ça, puisqu'en fait, ça permet la confusion de tout, puisque tout se vaut. C'est d'ailleurs l'échange flottant. Tout a une valeur qui fluctue, c'est en réalité un sophisme. Le système alchimique, c'est du sophisme économique. Et le bimétallisme permet, ce qui est paradoxal, le bimétallisme, c'est du tangible. C'est-à-dire, on peut toucher. Alors après, je vais revenir dans les détails, parce que par exemple, là, j'ai vu Victor qui me parlait de l'or. L'or, en effet, limite les capacités de financement. Et c'est pour ça que moi, je vous explique qu'il faut adosser l'argent métal. Et je vais même aller plus loin. On a intitulé ça le bimétallisme, mais en réalité, la plupart des civilisations prenaient l'or, l'argent, le cuivre, le bronze, et ça peut aller au-delà. En fait, ce qui compte, c'est ce que j'ai expliqué au tout début, c'est la valeur intrinsèque de la monnaie. Alors, quand vous avez une monnaie avec une valeur intrinsèque, le risque, c'est de pratiquer la crématistique, c'est-à-dire de considérer l'objet monnaie comme un bien lui-même. Et c'est ce que moi j'appelle le paradoxe monétaire. Et c'est là où on voit que l'objet monnaie, même pour certains qui pensent que la monnaie, ça peut venir de Dieu, non, la monnaie, elle est véritablement faite par les hommes, par convention en réalité, par plus ou moins consensus inconscient, mais par contre, elle doit se baser sur quelque chose dont la source n'est pas maîtrisée par une autorité politique. C'est pas Mario Draghi ou Christine Lagarde qui vont décider. Bon, Mario Draghi il est en Italie maintenant, mais c'est pas Christine Lagarde qui va décider de la quantité d'argent qu'il y a dans le monde. Et en plus, pour revenir à ça, l'or et l'argent, les gains d'extraction, ça ne dépasse jamais 5% par an, et en moyenne, c'est entre 1 et 3%. Et ça correspond parfaitement, alors c'est un peu, ça ce que je vais vous dire, c'est un peu pas un miracle, mais en tout cas, c'est un hasard, ça correspond parfaitement au gain de productivité des économies en temps normal, en fait, en moyenne. Donc, on a un accroissement. Donc après, en plus, c'est quand même une quantité limitée. C'est-à-dire les stocks d'argent et d'or, ils sont limités. Sauf que avec le recyclage, même si l'argent, c'est un peu plus compliqué à recycler, l'or, l'argent ou le bronze ou le cuivre, il y aura toujours une possibilité de financer des économies avec ces matériaux-là tangibles qui font que, en fait, l'or et l'argent, ça rend responsable l'autorité politique. Et la responsabilité de l'autorité politique, ou en tout cas de la puissance émettrice de la monnaie, c'est fondamental. Si on veut détruire le système alchimique, c'est fondamental. Alors après, pour revenir, comment on fait ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Je vais parler je vais traiter, on va dire, le premier aspect qui est politique. En fait, c'est assez simple. Alors avec des si, on fait beaucoup de choses, on coupe du bois notamment, mais si on avait un politique légitime
qui arrivait demain au pouvoir, il peut réinstaurer un bimétallisme tout de suite, en modifiant la loi sur le cours légal. Le cours légal, c'est quoi? C'est de dire, actuellement, vous pouvez payer vos impôts avec quoi? Avec des euros. C'est-à-dire aucune autre monnaie ou actif permet de payer ses impôts. C'est ça le cours légal. Donc actuellement, vous n'avez qu'une possibilité, c'est l'euro. Si, moi, ce que je préconise, c'est si on avait… Alors déjà, la première chose, c'est évidemment d'avoir une banque centrale nationale publique. Donc après, là, il y a tous mes amis de l'UPR qui vont me mettre adhérents à l'UPR. Déjà, vous n'avez pas besoin de l'article 50 du TFUE pour sortir. Il suffit juste d'une volonté politique. Vous mettez « je sous-signé premier consul Louis Fouché décrète que la monnaie nationale est le franc, voilà, et que en cours légal, le franc papier, fiat, le franc émis par la Banque de France, l'argent et l'or certifié par la Banque de France. En fait, ça, c'est juste une loi à adopter. Vous la faites valider par référendum. Alors, je sais que nos élites, maintenant, n'ont plus l'habitude du référendum. Mais c'est ultra simple à mettre en œuvre, en réalité. Et si vous faites ça, vous assainissez la dette. Alors, après, je vous le dis honnêtement, il ne faudrait pas le faire tout de suite, puisqu'en fait, là, on est dans une maxi-bulle. On est dans une maxi-bulle et elle va exploser. Et le but, c'est de nous faire payer à nous, les peuples, moins de lits d'hôpitaux, moins d'argent pour les musées, moins d'argent pour les écoles de musique, tout ce que vous voulez. C'est de détruire tout ce qu'il y a à côté de nous. Les universités, les écoles. Et ça, c'est possible. En réalité, si un jour, il y a quelqu'un qui s'amuse, d'ailleurs, John Fitzgerald Kennedy, bon, après là, bien sûr, il y a des gens qui vont traiter complotiste, conspirationniste, parce que maintenant, quand vous dites que Kennedy s'est fait assassiner, vous êtes conspirationniste. Mais Kennedy, peu de temps avant de mourir, il a essayé de court-circuiter sa banque centrale nationale en émettant ce qu'on appelle des silver notes, des obligations adossées à l'argent. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que le pauvre, il a fait une balade et il a rencontré des balles, une derrière, une devant, et bon, il n'a pas eu de chance, il est décédé. Et du coup, ça a été abrogé par Lyndon Johnson et ensuite définitivement par Ronald Reagan. Mais en réalité, c'est très très simple. Une simple loi qui vous dit vous avez le droit de payer vos impôts en or, en argent et en francs, et qui vous dit également vous avez le droit de vous faire payer en or et en argent, parce que c'est ça en fait le cours légal, c'est vous choisissez votre monnaie. Et ça voudra dire que vous laissez la possibilité à la population de choisir son argent. Et évidemment, la monnaie fiat, elle existera toujours à côté de l'or et de l'argent métal. Parce que bien sûr, il y a des gens qui vont prendre l'exemple, vous voulez revenir au temps de Jules César et des sesterces et du denarius aureus. Et d'ailleurs, la mise en œuvre, elle est assez simple. Et ce que je veux expliquer aussi, c'est qu'il y a un deuxième volet, c'est le volet individuel. C'est que moi, je ne vais pas du tout parler de l'or. Je vais vous parler de l'argent métal. L'argent métal, il est sous-évalué, mais dans des proportions qui sont pharaoniques. Actuellement, vous pouvez tous acheter de l'argent métal, du tangible, des vraies pièces de monnaie, des vraies pièces. Pour détruire le système, j'ai évoqué le silver squeeze, le système déteste quand vous faites l'acquisition d'argent métal, puisque vous mettez en péril le système financier international, puisque le système financier international ne tient que par ses positions de sous-évaluation de l'or et de l'argent, et en particulier de l'argent métal. Si un jour, l'ensemble des peuples, alors après c'est des vœux pieux, mais c'est possible, en fait, s'il y a des millions de personnes qui s'amusent à faire un silver squeeze, les grandes banques qui sont déjà en faillite, puisqu'on est dans le système du too big to fail, donc en gros, les grandes banques sont trop grosses pour faire faillite, mais un jour, l'éternel retour du concret va arriver. Eux, ils veulent que le concret revienne dans la face des peuples. Mais il est possible de remettre le concret dans la face des banques, puisqu'elles basent leur système sur rien, sur la parole, sur le qu'il en soit ainsi. Donc, il est possible, à une échelle individuelle, déjà, de se mettre à l'abri, en tout cas, de s'armer. J'ai parlé de la balle d'argent. Vous savez, quand vous étiez enfant, on vous racontait des histoires, ou même plus grand, on vous racontait des histoires avec des vampires, des loups-garous. En réalité, c'était des métaphores pour vous faire comprendre que quand il y a par exemple des banques qui vampirisent les richesses ou une bête qui est en train d'être créée et qui va tout détruire sur son passage,
il est possible, il y a une baguette magique. Alors, je sais que je vais me faire attaquer en disant ça, mais d'ailleurs, en anglais, les Anglais, pour dire il n'y a pas de baguette magique, ils disent, vous demanderez à Anis, qui vit en Angleterre, ils disent no silver bullet, il n'y a pas de balle d'argent. Mais en fait, il y a une balle d'argent. Et cette balle d'argent, c'est l'argent métal. L'argent métal et la remonétisation de l'argent métal permettra de détruire le capitalisme financier transnational. Alors, bien sûr, quand je le dis là, les gens vont penser que c'est utopique, mais ce n'est pas du tout utopique. Si au moment de l'effondrement des bulles et de la plus gigantesque bulle obligataire, immobilière, crypto-monnaie, la big tech, là en fait on est dans des bulles de bulles, quand tout va exploser, il ne nous restera plus grand chose. Ils veulent nous déposséder de nos maisons, de nos terrains. Bon, bref, voilà. C'est un programme. Hein. Le Great Reset, concrètement, c'est ça. Quand Emmanuel Vargon vous explique qu'il n'y aura plus de maisons individuelles et on voit les réformes qui sont en train d'être enclenchées, là, on va vers un système d'aliénation. Et cette aliénation est due à la dette. Et la meilleure façon d'éliminer la dette, c'est l'argent métal. Et je le répète, c'est l'argent métal, pas l'or. Parce que l'or, ça a été un instrument qui a permis aux grandes banques de nous asservir. Mais quand vous restaurerez l'argent métal, l'or sera forcément derrière, puisque le métal du travail engendrera aussi le métal du capital. Et pour ceux qui vont attaquer sur la loi de Gresham, après, je garderai peut-être l'histoire de la monnaie fondante, parce qu'en fait, c'est des monnaies naturellement fondantes. On pourra en reparler après avec les certifications. C'est-à-dire, en fait, l'État, donc, je vais aussi parler du ratio. En fait, il y a deux possibilités si vous restaurez l'or et l'argent. Vous avez une possibilité dans ce qu'on appelle le bimétallisme, de fixer un ratio fixe entre l'or et l'argent, de dire une once d'argent pour 15 onces, une once d'or pour 15 onces d'argent. Ça, c'est ce qu'a fait l'Union latine. Ça cause des gros problèmes parce que c'est un élément qui est virtuel. En réalité, le change, il est variable entre l'or et l'argent. Il suffit qu'il y ait une mine d'argent qui soit découverte avec des gros gisements. Donc, c'est pour ça que ce serait certainement préférable de faire un taux de change variable et pas un taux de change fixe pour éviter justement la bonne monnaie chasse la mauvaise, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et encore, même si la bonne monnaie chasse la mauvaise, ça ne veut pas dire qu'il faut démonétiser l'argent métal. Ça, c'est les anglo-saxons qui ont pris ce prétexte-là pour démonétiser l'argent métal. Donc, en fait, avec le cours légal, si vous battez, moi, je suis pour la restauration de la monnaie de Paris, qui est la plus vieille institution d'Europe, voire même du monde, qui date de 864 et du roi Charles le Chauve. En fait, il suffit juste de dire à la monnaie de Paris, voilà des nouveaux francs ou des nouveaux euros, mais bon, ça ne se posera pas, les euros, mais des nouveaux francs, il faut émettre une monnaie en or et en argent. Et c'est tout à fait possible. Ils le font en fait déjà. Hein. Ils le font déjà, sauf que ça vaut rien et qu'il n'y a pas une grosse quantité d'argent. Par exemple, sur les pièces d'argent, c'est 300 millièmes. Donc, on a déjà les outils et en fait, c'est une possibilité juridique. Après, même si on ne vous donne pas la possibilité de le faire juridiquement, faites-le vous-même. Si un jour, il y a un gros problème, pour vous donner un exemple tout simple, l'once de métal argent, elle était à 12 € avant la crise du Covid. Actuellement, elle est à 20, 22, elle est manipulée. Il y a des opérations qui sont faites toujours pour faire baisser le prix de l'argent métal. Ça, honnêtement, pour les gens qui ne croient pas à cette déclaration, il suffit d'enquêter un petit peu. Vous verrez que les cours sont manipulés au carré sur l'or et l'argent. Donc, il est possible individuellement de s'armer. C'est déjà la première chose à faire. Il faut cultiver son jardin pour avant essayer de proposer quelque chose. On parle de monnaie locale qui est très bien parce qu'en fait, par exemple, il y a l'expérience de Vorgel. Anis a parlé de la monnaie fondante. La monnaie fondante avec le dividende social. Moi, je me suis aussi intéressé à Hugh Clifford Douglas et Silvio Gesell. C'est très intéressant. Mais cette monnaie fondante, qui est une monnaie fiat, elle peut être en parallèle de l'or et de l'argent. Ce n'est pas incompatible. L'or et l'argent serviront juste de désodorisant ou de, je ne sais pas comment dire, mais serviront juste à purger quand il y a des politiques excessives de liquidité de la part de l'autorité politique qui émet la monnaie, notamment la Banque centrale et ses politiques de surliquidité, d'injection de liquidité folle et qui nous emmènent vers la catastrophe. Même si là, en fait, tu parlais, Emmanuel, de temps. En réalité, on est dans la phase, depuis 2008, la plus grande phase de spoliation de richesse
Là, on est spolié. Anis le décrit très très bien dans ses tweets. Les grandes banques, par ce système, les taux d'intérêt négatifs qui ont été notamment lancés par les néo-keynésiens, qui sont en fait les héritiers des monétaristes de Milton Friedman, même s'il y a des différences, c'est la même chose. C'est des keynésiens et les monétaristes. Il y en a un, c'est l'offre et l'autre, c'est la demande. C'est la même école. Bon, l'école de Chicago, c'était pour l'école de Friedman. Mais on est dans le même système. Et ce système-là ne vise qu'à gagner du temps pour les puissants. Et eux, croyez-moi, ils achètent de l'or et de l'argent et des actifs tangibles en réalité. Parce que quand le système s'effondrera, ils auront tout. C'est-à-dire, ils auront tout ce qu'il faut pour nous contraindre et nous enlever notre liberté. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais l'argent métal est pour moi la belle magique qui peut nous permettre de tuer la bête. Mais écoute, je trouve que c'est une belle conclusion. Et oui, en plus de ça, comme tu l'as dit juste avant, il y a aussi une convergence, une rencontre possible entre vos deux propositions, la tienne et celle d'Anis. Donc on verra ça donc lundi au cours du débat, donc auquel je vous convie tous. Donc évidemment avec toi, Marc-Gabriel, avec Anis et également avec Louis dans le rôle, vous savez, ce fameux rôle qui fait partie du processus de Prenez Place, donc le rôle du citoyen un peu plus candide, même si on ne peut pas dire que Louis le soit tout à fait sur ces questions monétaires. Mais voilà, donc c'est à mon avis un très beau trio en perspective. Et voilà, donc on vous invite évidemment à nous retrouver pour ce débat lundi à 20h30. Et merci vraiment beaucoup, Marc-Gabriel. Je pense que c'est vraiment intéressant et c'est aussi finalement une approche qu'il y a pas eu, me semble-t-il, dans Prenez Place, qui est vraiment singulière et qui réinscrit, alors à la fois qui ouvre d'autres possibilités et qui réinscrit aussi évidemment cette alternative dans toute une histoire très longue d'ailleurs des relations entre l'humanité et la monnaie. Et donc vraiment merci beaucoup. Merci Marc-Gabriel. Je sais pas si tu veux dire peut-être un mot de la fin ou je sais pas, ta fin était belle aussi. Hein. Merci à vous en tout cas, merci à Prenez Place déjà de nous permettre de dialoguer, parce qu'en réalité la question monétaire, vous l'avez dit à travers plusieurs directs, elle est complexe et je pense qu'avoir des voix plurielles et qui prennent ce problème à travers différents angles, c'est fondamental déjà de s'en saisir et pour vulgariser cette question qui est en réalité la question politique, la question qui structure presque notre vie. Donc merci à Prenez Place et voilà, et j'espère juste pour faire le lien avec ce que j'ai développé avec l'argent métal, qu'on se rencontrera tous physiquement. Alors vous m'avez invité plusieurs fois et on essaiera que les agendas correspondent, mais qu'on puisse se rencontrer tous physiquement pour valider nos échanges qui pour moi ont plus de sens quand on se voit dans le réel. Et d'ailleurs, bon après le contexte fait que c'est plus compliqué, évidemment, mais Prenez Place, il y a le sens Prenez Place, c'est-à-dire si on peut mettre ce débat sur la place publique et se rencontrer et aller à la rencontre des gens qui sont comme nous intéressés sur ce sujet, je pense que c'est fondamental et l'initiative est belle et longue vie à cette initiative jusqu'à ce qu'elle soit couronnée de succès. Voilà. Merci, vraiment, merci beaucoup Marc-Gabriel. Alors du coup, puisque tu en parles, oui, Prenez Place. Il faut que Prenez Place prenne place de façon tangible, qu'on se voit en chair et en os. Et tout ça, c'est prévu bien sûr. Hein, c'est prévu d'ailleurs depuis le début et c'est prévu maintenant pour commencer à partir du printemps. Avec vous tous, on espère, pour une grande tournée en France. Donc voilà, donc on vous tiendra au courant et puis Marc-Gabriel, évidemment, on t'invite dès maintenant.
Et donc, on se tient au courant pour Prenez Place sur les places. Et puis on se retrouve lundi déjà sur des places, sur une place un peu moins tangible, mais belle aussi quand même. Merci à tous. Et merci. Merci.